dans le district de Zhangyong, vous avez quelques photos de ce lieu qui est assez préservé. C'est un lieu de shanshui, hein, de montagne et de rivière. Si vous êtes déjà allé vers Guilin, tout ça, bon, c'est un petit peu ce paysage, ces paysages. Alors ça, c'était les anciens villages, ça a été rénové depuis. C'est une région donc, qui est une vingtaine de villages autour d'un lieu qu'on appelle Shangyangshu, dans une région Yao, hein, c'est-à-dire c'est une région qui était mixée entre Yaozhou, donc l'ethnie Yao, et l'ethnie Han. Donc voilà quelques images de la région, des villages assez caractéristiques. Je vous emmène en voyage là-bas. Là aussi, c'est un lieu assez connu, donc qui est resté typique hein, maintenant. Donc il y a une volonté également du gouvernement de garder cet environnement dans son jus, si on peut dire, hein, de le rénover, mais en gardant cet aspect ancien pour valoriser également la région du Nushu. Alors le Nushu, il faut bien comprendre que c'est une écriture, mais c'est aussi une culture, hein, la culture des femmes. Donc là, vous avez un bel exemple de mouchoir brodé et d'éventail. Donc on l'appelait aussi l'écriture de moustiques, parce que c'était très très fin. Elles écrivaient en fait au coin du feu, avec un petit bâton de bambou qu'elles trempaient donc, dans le feu, et avec le charbon, en fait, elles traçaient sur du papier leurs caractères. C'est pour ça que vous n'avez pas de plein et de délié traditionnellement dans le Nushu. C'était pas au pinceau, hein. C'était juste avec un petit bâton Et ça s'efface pas rapidement? Ben non, parce que l'encre, les pigments, par exemple, qu'on utilise en enluminure, vous avez ce qu'on appelle du noir de fumée. Et ben voilà, elles écrivaient avec du noir de fumée, puisque vous faites de l'enluminure, vous voyez que... Donc c'était juste localisé dans cette région de Zhangyong. Ça ne dépassait pas ces villages, ces vingtaines de villages. Alors par rapport au chinois, il faut comprendre que c'est une écriture syllabique, hein, donc phonétique, qui est basée sur le dialecte local, qui s'appelle le Zheguantuhua. Donc quand vous regardez le Nushu, ça ressemble au caractère chinois, mais ils ne sont pas carrés, ils sont en losange. Alors en losange, pourquoi? Parce que ces femmes étaient également des brodeuses, et donc le geste de la broderie a influencé l'écriture, si vous voulez, hein, puisqu'on brode comme ça. Il y a des brodeuses, là j'ai entendu qu'il y en a qui font de la broderie. Donc ce geste-là a influencé ce qui s'est passé de la broderie à l'écriture. Alors ce qu'on a retrouvé du Nushu date de 3-4 générations maintenant, hein. On n'a pas retrouvé avant parce que c'était très précieux pour elles. Elles se faisaient souvent enterrer avec leur livret de mariage où elles avaient écrit en Nushu. On va voir après, donc il y a beaucoup de corpus de textes qui ont disparu dans les affres de la Révolution. Donc on n'a pas retrouvé beaucoup de choses antérieures à ça. Donc la transmission était exclusivement entre femmes, entre mères, filles, tantes, filles et entre sœurs jurées, on va le voir après. Donc ça transcrivait souvent des chants des brodeuses, hein. Il y avait une manière de littérature orale autour des chants de travail. Et puis également, elles s'écrivaient entre elles. Donc on avait une littérature de leur récit de vie quand elles étaient éloignées, elles s'écrivaient. Donc c'était les difficultés de leur vie quand elles étaient mariées, loin de leur famille, de leur village d'origine, hein. Donc ce titre-là, c'est un petit peu les récits de vie, la petite histoire donc des femmes de Zhangyong. Ah, il s'est trompé, monsieur. Alors dans quelles conditions le Nushu a existé, hein, comment c'est arrivé? Donc les spécialistes ne sont pas toujours d'accord, hein, mais moi, ben, comme j'ai étudié beaucoup de choses, j'ai fait ma petite conclusion. Déjà, on est dans cette région reculée, avec une mixité Yao-Han.
À l'époque, donc même si on prend l'époque des Qing à peu près, les femmes n'avaient pas accès à l'écriture, c'était que les garçons qui apprenaient, sauf cas exceptionnels. Il y a eu quelques femmes qui apprenaient quand même, parce que leur père était lettré, etc. Mais généralement, les femmes n'avaient pas accès à l'écriture. On appelait d'ailleurs le nanshu, l'écriture des hommes. Et elles avaient toute une vie sociale autour de leur artisanat de broderie qu'on appelle le nugong. Donc elles brodaient, elles chantaient et elles écrivaient. C'était toute une vie sociale. Elles étaient au premier étage de leur maison. C'était pas un endroit pauvre, Zhangyong. Les femmes n'allaient pas au champ, elles avaient même les pieds bandés. Et on avait cette coutume des sœurs jurées donc chez les jeunes filles. Ça existe aussi en Chine, entre frères, aussi à Xiongti. Et là, c'est Jiepai Tsemei. Donc les coutumes des sœurs jurées, elles se prêtaient serment, elles se choisissaient. Ça pouvait aller de 2, 3, 5, 6, même 7 dans les clubs, les cercles de sœurs jurées. Elles se prêtaient serment, elles s'entraidaient, elles faisaient du nushu ensemble, du nugong ensemble. Il y a une autre chose très importante dans la culture nushu, c'était le mariage et les sanjiaoshu, c'est-à-dire les livrets du 3e jour, qu'elles s'offraient entre elles, entre sœurs jurées. Donc ces livrets, en fait, c'était des conseils de mariage, des légendes, mais aussi leurs souhaits pour leur vie future, puisqu'elles allaient partir dans un autre village, elles ne se verraient vraiment plus. Et puis la tristesse d'être séparées. Donc ça, elles le gardaient toute leur vie. On a un exemplaire là, dans la petite boîte noire, un exemplaire d'aujourd'hui, refait par les femmes maintenant. Elles y mettaient leur schéma de broderie également, et souvent elles se faisaient enterrer avec. Alors, vous pouvez entendre, si vous regardez comme ça sur Internet, que le nushu était une écriture secrète. Moi, je dirais une écriture confidentielle, mais pas secrète. Parce qu'en fait, il y avait aussi des fêtes, même des compétitions. Elles participaient aux fêtes du buffle, par exemple, localement. Elles s'échangeaient des écrits, parce qu'elles écrivaient beaucoup de variantes de caractères. Elles allaient au temple également, donc elles s'échangeaient des petits chaussons brodés, etc. Donc les hommes connaissaient très très bien l'existence du nushu, mais c'était une histoire de bonne femme. Ça ne les intéressait pas. Donc c'est resté comme ça, mais ce n'était pas secret. Donc moi j'appelle ça une sociographie en fait, parce que les femmes se sont appropriées une écriture, on va voir comment c'est rapidement après, pour exprimer leurs sentiments, leurs peines, et en fait c'était leur lien, donc leur ciment identitaire féminin, et puis il y avait quand même une forte notion identitaire yao dans le monde chinois. Voilà. Donc les spécialistes chinois aussi ont beaucoup hésité sur l'origine. Certains spécialistes chinois donc, les font remonter à la dynastie Qing, puisqu'on a recueilli des corpus qui datent de cette époque-là. À la dynastie Ming aussi, parce que les ballades, leurs chants sont de la même formation que les ballades de l'époque Ming, qui est donc antérieure. Les spécialistes qui ont étudié les diagouènes, donc les carapaces de tortue, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les premiers oracles des empereurs, Qin Shi Huangdi, etc., les diagouènes, certains caractères ressemblent un petit peu, et donc les spécialistes des diagouènes se sont dit, non, le nushu, ça date des diagouènes. Les spécialistes des Ming se sont dit, non, ça date des Ming. Enfin, au départ, c'était un petit peu ça, là, essayer de récupérer un petit peu par rapport à sa propre discipline. On a une origine Yao, et on sait qu'il y avait des anciennes écritures donc en Chine, des écritures régionales. À un moment donné, ça a fleuri partout. Elles ont été à un moment donné interdites par l'empereur, mais vraiment interdites. Il fallait centraliser l'écriture, puisque partout les écritures sont des éléments de pouvoir. Charlemagne a unifié l'écriture en Europe. Qin Shi Huangdi a unifié l'écriture également en Chine, parce que ça permet justement un certain contrôle, c'est une gestion des territoires larges et aussi un certain contrôle. Donc toutes ces écritures régionales qui avaient fleuri en Chine ont été interdites à un moment donné, au risque parfois de mort. Calligraphe qui continue à utiliser des caractères locaux ou régionaux pouvait être passible de la mort. Donc est-ce que ça a été conservé dans les appartements des femmes?
puisque bon, ça n'intéressait pas les hommes à l'époque. Donc on avait aussi ces écritures régionales qui ont pu persister par le biais de la broderie, puisque on avait dans ces régions-là une broderie sémantique, avec des caractères brodés également. Et donc ça aurait permis de la garder. Et on a également retrouvé en 2005, alors là c'est justement une interrogation, une stèle gravée, très au nord, à 100 km de Jianyang au nord, mais sur une route qui menait à Changsha et à Pékin ensuite. Et c'était gravé sur la pierre. Alors là, ce n'est pas les femmes qui faisaient ça. Donc est-ce que ça vient vraiment d'une écriture régionale, qui était aussi écrite par les hommes au point d'être gravée sur la pierre à un moment donné? Ça, après, ça a un petit peu disparu de la circulation de la recherche en Chine. Ça reste une petite énigme. Alors ça, c'était une petite carte de la région. Donc voilà ce fameux pont sous lequel, à Tong'an, on a retrouvé cette stèle gravée de quelques caractères nushu. Alors est-ce que ça aurait été une écriture publique à un moment donné? Ce pont datait des Song, donc l'an 1000 à peu près. Donc là, on est bien, on est 1000 ans avant l'époque des Qing. Donc on n'a pas la réponse. Donc pour moi, c'est la réminiscence d'une ancienne écriture régionale, ça c'est sûr, influencée par la broderie, conservée dans les appartements des femmes, mixée avec les caractères chinois, des hommes donc, et transformée par le geste de la broderie, et aussi par toutes les inventions, comme c'était une écriture entre elles, qui reprenaient des chants, des légendes, etc., toutes connues de tout le monde dans le dialecte local. Elles ont inventé aussi, rajouté des points, des traits, parce que c'était beau tout simplement, par fantaisie, et de toute manière c'était compris par les autres femmes, puisque c'était sur une base culturelle que tout le monde connaissait. Donc il y avait eu beaucoup de fantaisie, et c'est ça qui en fait la richesse et la beauté également. Et pour moi, elle daterait des Song, parce qu'on retrouve les légendes de création du nushu qui datent de cette époque-là. On a plusieurs légendes avec un empereur qui serait passé donc par le Hunan, qui aurait rencontré une fille très belle localement, et puis qui l'aurait emmenée à Pékin. Et elle aurait utilisé les caractères de la broderie sémantique Yao pour correspondre avec ses amis restés au pays. Donc il y a deux légendes comme ça avec deux empereurs de cette époque-là. Et puis même leur ballade également, ça reprend quand même des histoires des Song. Donc pour moi, elle date de cette époque-là. Bien que souvent on dise non, on a des corpus des Qing, donc elle date du 19e, mais pour moi c'est beaucoup plus ancien que ça. Alors on a également retrouvé une pièce de cuivre, une autre énigme, à Nanjing, donc assez loin, c'est près de Shanghai. Récemment, je crois qu'elle a été découverte en, je sais pas, 2000 et quelques. Et cette pièce porte des caractères nushu. La devise du nushu, Tianxia Fu Nu Zemeitia, c'est-à-dire sous le ciel, toutes les femmes sont sœurs, toutes les femmes forment une famille. Donc là, elle est frappée, c'est une pièce frappée. Donc ça, c'est pas de la broderie, c'est pas les femmes qui frappaient la monnaie actuellement. Donc elle date, cette pièce, des Taiping Tianguo. C'était en 1850-1860 un essai de gouvernement démocratique, libéral. Donc les Taiping Tianguo avaient fait, bien avant Mao, une espèce de grande marche. Ils étaient passés par le Hunan. Est-ce qu'ils avaient embarqué des femmes? Parce qu'il y avait quand même une certaine... chez les Yao, ça tire vers les Miao Yao, la chambre des fleurs, etc. Il y avait une certaine liberté, bon, c'est pas le mot liberté comme nous on le conçoit, mais une certaine liberté des femmes dans ces régions-là. Est-ce qu'elles sont parties avec eux dans la grande marche? Est-ce qu'elles sont allées jusqu'à Nanjing? C'est une énigme, il faudrait, je pense, que des chercheurs chinois prennent toutes les annales de cette époque-là pour retrouver toutes les traces du nushu. Mais donc on a cette pièce gravée, une seule, qu'on a retrouvée. Et il y a beaucoup d'énigmes comme ça autour du nushu qui pimentent également cette culture-écriture. Alors voilà quelques exemples de l'artisanat traditionnel, de broderie, du sud-ouest de la Chine. Ça reprend aussi des motifs de papillons, de chauves-souris,
de fleurs, de fruits, donc qu'on appelle le nu gong. La broderie, donc ça c'est la broderie que vous retrouverez là sur la table avec sa transcription en chinois. C'est une légende, un chant donc brodé par Hu Meiyue, qui est une transmettrice, qui est la petite fille de Gao Yinxian, qui était une transmettrice authentique, si on veut, hein, avant l'époque moderne, qui avait eu des sœurs jurées et qui l'avait pratiquée couramment. Quelques exemples. Alors là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est quand même assez différent. Ici, vous avez Ban, hein, la porte. Donc là, c'est quand même très différent du caractère chinois. C'est une invention totale. Hein. Le bavoir que vous avez ici, vous pourrez aller voir de près dans Yi Sheng Ping An. Le yi ressemble un petit peu au yi qu'on utilise sur les chèques, hein, les anciens caractères, les chiffres qu'on utilise encore pour les banques. Bon, après, le han est très joli, c'est un caractère qui a un centre, donc qui a un axe en fait, ce qui est assez rare en linguistique. Les mouchoirs que vous pourrez aller regarder également ici. Il y a la traduction en chinois sur les petits papiers à côté. Ceux qui connaissent, vous pourrez comparer. Donc là, vous avez ce fameux yi, donc, qui est à gauche en haut. Vous voyez, c'est assez différent. Ping, qui est en dessous. Là, on voit quand même la correspondance avec le caractère chinois. Hein, vous voyez, c'est en biais. Mais on retrouve assez le pien, et donc ce fameux han, qui a plusieurs variantes. Le han, donc à droite en bas, hein, qui a plusieurs variantes, celle-ci en étant une. Alors j'ai rencontré aussi là-bas, lors de mes voyages de terrain, He Jinghua, qui chante, qui brode, qui écrit aussi. Et donc le petit poème rouge sur la table est écrit de sa main. Donc elle me l'a offert quand je suis partie du village Nushu. Alors ici, vous avez un des éléments essentiels de la culture Nushu, le Sanjiaoshu, le livret de mariage, le livret du 3e jour, parce qu'elles se mariaient et 3 jours après, elles revenaient donc dans leur village d'origine. Elles y restaient souvent. Quand elles étaient enceintes, elles partaient définitivement vivre chez les beaux-parents. Et donc ça, vous avez un exemple, là, un petit peu abîmé, vieux, d'un ancien Sanjiaoshu. Et puis les nouveaux, qui sont actuellement refaits donc à Jiangyong, avec la tradition de la même couture. Alors maintenant, ils les font en bleu, alors qu'ils étaient souvent en noir traditionnellement. Mais donc, ils perpétuent cette tradition avec les mêmes coutures. Il y a même maintenant, il y a des jeunes filles de la région qui viennent apprendre à les faire. Et il y avait même, il y a un petit film qui a été fait en 2016, il y avait même un garçon qui était là pour apprendre à faire le Sanjiaoshu. Donc voilà le poème de He Jinghua. D'autres exemples de livrets du 3e jour où vous avez souvent, comme dans la région, des motifs octogonaux de broderie, de dessin, avec des oiseaux, des papillons, des chauves-souris. Pourquoi les chauves-souris? Parce que ça se dit fou. Donc comme ceux qui font du chinois, fou, non. Comme le bonheur. Hein, voilà. Donc c'est un symbole de bon augure. Donc ils les peignent aussi sur les éventails avec des couleurs. Hein. L'histoire alors de la redécouverte de cette écriture des femmes. Donc c'était très vivace sous les Qing, il y avait jusqu'à 70% des femmes localement qui l'écrivaient. Elles brodaient. Donc après, il y a eu le déclin au XXe siècle parce que avec la première révolution de 1911 avec Sun Yat-sen, hein, les femmes ont eu accès à l'écriture. Donc l'utilité a été diminuée, hein, d'avoir sa propre écriture pour communiquer entre femmes. Avec la Révolution ensuite, il y a eu beaucoup de changements de rapports sociaux.
Et quand on est arrivé à la révolution culturelle, donc 1966-1976, la révolution culturelle a détruit beaucoup de cultures anciennes, puisque c'était table rase du passé, avec tous les excès qu'on connaît. Donc, ça a commencé à partir de 1949, mais beaucoup après à la Révolution. On a dit que cette écriture était une écriture de sorcière également. Parce que, bon, il y a quand même aussi dans le sud-ouest de la Chine des caractères un peu magiques, par exemple. Vous voyez les sentences parallèles, par exemple, on en met quand quelqu'un était malade, on mettait... c'était pas ce qu'on appellerait ici des rebouteux, si vous voulez, mais il y avait des gens qui soignaient aussi en mettant des caractères magiques, en les apposant. Le nushu a été aussi un petit peu repris dans cette tradition-là à un moment donné parce que les hommes ne savaient pas le lire. Donc on l'appelait aussi l'écriture de sorcière. Et donc elle a fait partie des 4 vieilleries. Je ne sais plus comment on disait, Sejiu, à la Révolution culturelle. Sejiu. Les 4 vieilleries, donc elle a été très abîmée parce que, par exemple, on m'a raconté qu'à Jiangyong, donc sur le pont de Jiangyong, pendant la révolution culturelle, on a fait brûler aux femmes beaucoup d'écrits, d'éventails écrits, etc. Et le feu a duré 3 jours et 3 nuits. Donc imaginez tout ça. Mais il y en a qui en ont gardé quand même. Parce que c'était de cœur, les livres de leur mère, de leur grand-mère, etc. Donc il y en a qui ont pris le risque de les cacher. En 1950, vous avez le monsieur là qui est sur la photo, Zhou Shuyi, qui avait sa tante, il avait toujours vu écrire le nushu, et puis il s'y était intéressé. Il a envoyé ça à Pékin. À l'époque, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais dans les années 80, avec l'ouverture de la Chine, ça a été considéré comme un élément peut-être un peu folklorique, mais très très intéressant de la culture chinoise à valoriser. Et la sauvegarde a commencé d'une manière institutionnelle depuis 82. Il y a eu donc beaucoup de chercheurs chinois qui s'y sont intéressés, des linguistes, des spécialistes des cultures régionales, des minorités ethniques. Et il y a une série de mesures des autorités qui a été prise pour sauvegarder, alors l'écriture, la culture évidemment, on ne peut pas sauvegarder une culture dans le monde qui change, dans le monde moderne. Les femmes, elles ne sont plus en cercle de sœurs jurées, sauf peut-être, d'une manière un peu... pas folklorique, mais enfin, quand on veut vraiment sauvegarder quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, c'était plus la même chose. Les filles, elles voulaient faire autre chose que rester à la campagne. Mais donc, il y a eu pas mal de mesures de sauvegarde, même par le secteur privé, avec notamment la création du village de la culture nushu, à Pumeitsun, donc à Shangjiangsu, sur le lieu même, c'est une île qu'on appelle l'île des femmes, sur le lieu même d'origine de cette écriture. Les autorités régionales ont également créé un diplôme de transmettrice officielle. Alors, pour être transmettrice officielle, il faut, déjà, il faut connaître le dialecte local, mais ça, elles le connaissent toutes, si elles sont de là-bas. Il faut savoir écrire, broder, et il faut connaître un certain nombre de chansons traditionnelles, parce qu'il y a également des chants aux éventails. Alors voilà quelques-unes des transmettrices assez traditionnelles. He Jinghua, Hu Meiyue, He Yanxin, qui écrivait donc chez elle, et Yang Huanyi, qui est une petite dame qui est morte en 2004, je pense, et qui est considérée par les chercheurs comme vraiment la dernière transmettrice authentique. Alors les plus jeunes qui commencent déjà à être âgés aussi, mais il y a aussi une relève, donc des Nushu Chuan Zhenzhen, Hu Meiyue, Pu Lijuan qui est en rose, là, qui est la fille de He Jinghua, à côté là. Donc, traditionnellement, ça se transmettait de mère en fille, et ce qui se fait encore le mieux aujourd'hui, un siècle après, c'est quand c'est transmis de mère en fille. Même s'il y a des cours maintenant. Voilà le village de la culture nushu qui a été créé.
Donc on a une salle de classe, on a une salle de prière, des prières aux créatrices dans les légendes de cette écriture. On a des cours. Alors, bon, dans le village, il y a un palanquin. Voilà la statue là, d'une femme qui est censée être la créatrice. Alors, comment on l'appelle déjà Judine non, Pantine. Elle est considérée comme la créatrice parce que quand elle est née, elle pesait 4,50 kg, comme un garçon. Et donc, comme elle était aussi grosse qu'un garçon, elle était aussi intelligente. Et donc, dans l'imaginaire, elle avait pu inventer une écriture. Donc, voilà. C'était... Donc, voilà le village de la culture du chou. Je me l'avais fait un petit peu. Donc, on y trouve des éventails que les transmettrices les plus jeunes, là maintenant, ça c'était la fille de Roumeïué, donc elle a bien appris l'écriture, elle est transmettrice, on vend des choses là-bas, il y a toutes des expositions, et puis on y fait également des cours, hein, là c'est Roumeïué qui écrit au tableau, des cours pour essayer que localement les filles elles reviennent à cette écriture, puisque maintenant il y a un peu de tourisme, et donc elles peuvent en vivre grâce au tourisme. Hein. Alors bon, c'est pas énorme, mais enfin, alors là, normalement, alors le son est très mauvais, c'était des voyages d'études universitaires, hein, je ne suis pas comme madame, une spécialiste de l'enregistrement, je crois, ou c'est pas là, c'est après que vous aurez l'enregistrement. Ouais, c'est après. Alors on va passer assez rapidement sur les éléments linguistiques, bon. Ça ressemble au sinogramme, mais la forme est en losange, ça je vous l'ai dit. Les caractères sont utilisés pour leur valeur phonétique. Donc il y avait environ 1480 sons différents. Donc 800 caractères, 1800 avec les variantes. Il y a beaucoup d'homophones. Il y a des caractères simples et composés, ça on retrouve cette caractéristique.